takes you higher. I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au 30e Festival de l'Oiseau et de la Nature. Mettez-vous à l'aise et faites comme chez vous, d'ailleurs c'est chez vous que vous êtes. Mais ce soir on va faire comme si. On va faire comme si nous étions ensemble au théâtre municipal d'Abbeville, là où d'ordinaire se déroulent les rencontres du festival. Comme si nous applaudissions pour accueillir nos invités de ce soir, Jean Jouzel et Brigitte Chevet. Bonsoir Jean Jouzel. Bonsoir Jean-Jacques Fresco, bonsoir Brigitte, bonsoir à tous et à toutes. Je ne sais pas s'il est encore utile de rappeler, Jean Jouzel, que vous êtes climatologue, que vous avez participé à la création du GIEC dont vous avez été le vice-président et qu'à ce titre, vous avez reçu le prix Nobel de la paix avec Al Gore en 2007. Le film de Brigitte Chevet que nous allons voir dans quelques secondes s'intitule Jean Jouzel dans la bataille du siècle. On va voir dans le film que le combat pour convaincre a été rude, parfois violent, et que d'ailleurs il n'en est pas toujours prophète en son pays, ni même dans sa propre famille. On va voir ça dès le début du film. Est-ce que vous diriez que ce combat de la conviction, aujourd'hui, il est gagné, que nos sociétés sont maintenant convaincues de la réalité du dérèglement climatique et que notre combat commence, celui de l'action? Oui, je crois franchement Jean-Jacques. Alors le combat est gagné dans la prise de conscience, alors non pas à cause du message des scientifiques, non pas grâce au message des scientifiques, mais grâce à la réalité. En gros, je crois que chacun d'entre nous, lorsqu'on l'on dit que le réchauffement climatique est une réalité, chacun l'accepte parce que bien sûr, les chiffres sont là. Les 6 dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. La plus chaude en Europe pour 2020. Voilà, ces événements extrêmes qui se multiplient. Donc, on a vraiment le sentiment que le climat change. Et là, il y a une vraie prise de conscience. Disons, l'attribution de ce réchauffement climatique aux activités humaines n'est pas partagée de tous, par contre. Il y a encore beaucoup à faire. Et l'urgence de l'action, eh bien, on en parle, mais on en parle au plus haut niveau. On a eu ce sommet climat avec Joe Biden et 40 chefs d'État. Alors, on va bien sûr en parler. Bien sûr, donc oui, donc on en parle, mais il y a encore beaucoup à faire. L'urgence reste là et maintenant, c'est, je l'espère, disons, la période de l'action, effectivement. Bonsoir Brigitte Chevet. Bonsoir. Vous êtes l'autrice de ce film sur Jean Jouzel qu'on va voir. Un film qui est inédit à ce jour. C'est une avant-première à laquelle on va avoir droit. Alors ce film, il est destiné à qui et qui en a pris l'initiative? C'est vous qui vous êtes réveillé un matin en disant tiens, je vais faire un documentaire sur Jean Jouzel? C'est à peu près ça, voilà. Bonsoir à tous et à toutes, très heureuse d'être avec vous ce soir. C'est vrai que là, ces derniers temps, bon, le film est fini depuis décembre dernier, et donc il a été coproduit par France 3, et il sera diffusé probablement donc pendant la prochaine COP, hein, qui aura. Alors la prochaine COP. La COP 26 à Glasgow. À Glasgow, voilà, c'est ça. C'est ça, donc, la COP climat. Et on aurait dû commencer à faire des avant-premières dans la vraie vie, dans des salles, en commençant par Janzé, le pays de Jean Jouzel. Là, en début d'année, on a évidemment été très frustrés de ne pas pouvoir le faire. Donc, ce soir, voilà, c'est sur Facebook et avec vous, c'est la première fois qu'on montre le film à un public. Et donc, je reviens à ma question quand même, je suis têtu. C'est vous qui avez pris un matin l'initiative d'appeler Jean Jouzel et de faire un film sur lui? Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'en en fait, je savais que France 3 voulait faire des films sur des lanceurs d'alerte. Hein,
Et donc j'ai pensé à lui tout naturellement et à son combat pour convaincre. On s'est rencontrés pour la première fois, je crois que c'était en décembre 2018 ou janvier 2019, parce que bon, pour faire un documentaire, il faut beaucoup de temps. Et effectivement, vous parliez des derniers événements, mais je pense que depuis ce moment-là, il y a énormément de choses qui ont évolué dans la tête des gens. C'est même spectaculaire, j'en suis moi-même étonnée, en fait. En fait, c'est la suite. Ce qui se passe là ces dernières semaines, c'est la suite du film on regarde tout de suite ce film, Jean Jouzel dans la bataille du siècle, et on se retrouve dans une cinquantaine de minutes. À tout à l'heure. Merci. Et voilà pour ce film Jean Jouzel dans la bataille du siècle qui sera donc diffusé sur France Télévisions à l'occasion de la 26e conférence des parties de l'accord international sur le climat qui se déroulera à l'automne à Glasgow. Brigitte Chevet, donc vous êtes l'autrice de ce film. Dans votre filmographie, on trouve des documentaires sur le nucléaire, sur l'amiante ou sur des sujets très divers comme l'expérience des jurés d'assises. Mais sauf erreur de ma part, c'est la première fois que vous vous intéressez au dérèglement climatique. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est le sujet, le dérèglement, ou bien c'est la personnalité de Jean Jouzel? Oui, le sujet m'a passionnée, comme il doit tous nous interpeller, je pense, aujourd'hui. Mais la rencontre avec Jean et l'idée de faire le film autour de Jean, c'était surtout de donner un visage à une incarnation, une humanité, et ramener quelque chose d'un peu affectif. Parce que quand on reste dans les considérations purement scientifiques, tout le monde n'arrive pas à suivre le débat. Et moi, je voulais vraiment faire quelque chose de très grand public, d'accessible pour tous. Et Jean, avec son humanité, sa simplicité, son ouverture aux autres, et y compris avec ceux avec lesquels il n'est pas d'accord, permettait de faire quelque chose de sensible, en plus de quelque chose de scientifique. Voilà. Et puis, c'est aussi... voilà, c'était surtout ça, je pense, qui était intéressant, et le fait qu'à travers Jean et à travers sa vie entière, pouvoir raconter 30 ans, 35 ans d'historique aussi, parce que cet historique, à ma connaissance, n'avait jamais été fait, en tout cas en télévision. L'acteur qui fait la voix off dans le film, vous l'avez déniché où? Pas très loin. J'ai demandé à Jean de bien vouloir essayer. On n'était pas certain que ça puisse marcher, parce que c'est pas du tout son métier de faire la voix off. Mais moi, je savais que c'était ça qui rendrait le film encore plus humain et sensible, on va dire. Et Jean a bien voulu se plier à l'exercice. Et comme il a fait du théâtre dans sa prime jeunesse, et il est curieux et il a peur de rien, et ben du coup on s'y est mis. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, puisque c'est la première fois qu'on monte le film, donc on ne sait pas, moi, qu'est-ce que ça fait sur le spectateur, mais enfin je pense que ça marche, quoi. Voilà. Alors, ça me donne l'occasion de dire aux spectateurs, justement, que ils peuvent nous interpeller, vous interpeller, grâce au chat qui figure sur leur écran, et nous dire, répondre à votre question, nous dire ce qu'ils ont pensé du film. C'est le début d'une carrière à Hollywood, Jean Jouzel, qui filme. Non, pour moi, d'abord, je souhaite vraiment remercier Brigitte Chevet de la confiance qu'elle m'a faite, parce que c'était pas simple de partir. Bien sûr, le sujet le mérite largement, mais il aurait pu être abordé à travers plusieurs personnes, plusieurs témoignages différents. Il y avait d'autres façons de l'aborder. Et effectivement, Brigitte m'a fait doublement confiance au niveau de, disons, faire un film autour finalement d'une vie. Moi, ma carrière scientifique, je l'ai commencé, je dois le redire dans le film, en 1968. Donc, je rêvais d'être au CEA, d'être chercheur, et j'y suis toujours d'ailleurs. Donc, j'y ai passé toute ma carrière. J'ai eu, alors je ne sais pas si c'est la chance ou pas, mais j'ai eu la chance, en tout cas, j'ai vécu cette montée du problème climatique de l'intérieur, et c'est vrai. Mais disons, faire la confiance que Brigitte m'a accordée, eh bien ça me touche. Et puis aussi pour la voix off, je sais pas, moi je me suis pas rendu compte, j'ai trouvé ça naturel, je me suis dit on l'a fait, mais donc voilà, on verra bien. Mais c'est vrai, merci à Brigitte, donc voilà.
Vous livrez beaucoup dans le film. On voit des images assez personnelles. Et alors, notamment, on vous voit avec votre frère. Qui est votre contradicteur le plus redoutable? C'est Claude Allègre ou c'est votre frère? Non, c'est Claude Allègre, mon frère, c'est un peu un jeu. Enfin, c'est vrai qu'il non, il reste toujours un peu convaincu. Bon, c'est vrai que le monde agricole a quand même cette particularité de vivre le climat au jour le jour. Alors, ils ont le sentiment qu'effectivement, le climat change, que ce sont eux qui sont les dépositaires du changement climatique, de la connaissance du climat parce que c'est tellement important pour eux. Et donc, c'est un peu le sentiment qu'on vient marcher sur ces plates-bandes quand on parle de climat, de météo. Voilà, donc, mais bon, ça se passe très bien. Et oui, je crois que Claude Allègre, c'était quand même, non, mon frère, enfin, bien sûr, nous sommes très attachés les uns aux autres, enfin, disons dans la famille, non, tout à fait normalement. Il n'y a pas, bien sûr, mais Claude Allègre, c'est vraiment. Je reproche pas, je n'ai jamais reproché à Claude Allègre ou à quiconque d'être sceptique. Le scepticisme est quelque chose de tout à fait légitime, hein, par rapport à, nous disons dans cette, disons, si on commence à croire à la réalité du réchauffement climatique, eh bien, ça entraîne forcément vers un monde différent. Donc il y a des conséquences sociétales qu'on commence à vivre d'ailleurs, et donc c'est important, c'est normal que les gens nous demandent, mais est-ce que vous êtes bien sûr de ce que vous avancez? Moi ça me semble logique, donc c'est pas le scepticisme qui est quelque chose, au contraire, je pense que c'est bien de poser ces questions, de remettre en doute ce que la communauté scientifique directement impliquée met en avant, mais Claude Allègre a été très rude, enfin je veux dire, d'abord disons, il n'a pas de regard empathique du tout sur ceux qu'il côtoie, généralement, que ce soit moi ou d'autres d'ailleurs. Et donc c'est un reproche, il a été vraiment très rude, et disons, pas du tout fair-play, disons, avec des arguments qui sont certains. Est-ce qu'il y a encore des Claude Allègre en liberté dans la nature? Je veux dire, est-ce que dans le monde scientifique, je dis bien dans le monde scientifique, est-ce qu'il y a des argumentations qui sont encore tenues, et j'allais dire tenues et assumées par des chercheurs sur le mode de ce que faisait Claude Allègre et quelques autres? Peut-être pas sur le mode de ce que faisait Claude Allègre, mais Vincent Courtillot, disons maintenant, je le côtoie à l'Académie des sciences et il campe toujours sur ses positions, c'est-à-dire que oui, le climat change, mais on n'est pas sûr que c'est lié aux activités humaines, donc il reste toujours sur cette position. Nous avons eu un débat en 2010 qui est cité dans le documentaire par rapport au réchauffement climatique. Nous avons organisé une journée encore l'an dernier, mais des personnes comme Vincent Courtillot, quelques autres restent sur leur position. Ils sont de moins en moins écoutés, de moins en moins audibles, puisque la réalité du réchauffement climatique est vraiment perceptible. Malheureusement, c'est tout le problème. Disons, ce décalage entre les causes du réchauffement climatique et les premières conséquences de quelques décennies, eh bien, nous joue un sale tour, puisqu'il a fallu attendre que le réchauffement climatique soit vraiment là pour que les gens en prennent conscience. Et les climato-sceptiques, en jetant le doute, eh bien, ont eu un effet extrêmement négatif. Il aurait fallu, dès il y a une trentaine d'années, dans le premier rapport du GIEC, accorder effectivement une crédibilité à notre communauté scientifique, parce que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce qui était anticipé il y a une trentaine d'années, en termes de rythme de réchauffement, d'événements climatiques extrêmes qui allaient devenir de plus en plus perceptibles. Malheureusement, disons, ces climato-sceptiques qu'on a beaucoup entendus, en particulier tout au long des années 2000, ont ralenti la prise de conscience, c'est surtout, disons, l'action, c'est ça qui est le plus important, me semble-t-il. Alors, on commence à avoir des réponses à la question qu'on a posée sur la perception du film. Dans les premiers commentaires sur YouTube, quelqu'un avait dit que c'était un privilège de faire partie des premiers à voir le film. Alors oui, Merci. les premiers commentaires, parce que on a eu un souci avec YouTube qui a coupé la diffusion du film de façon un peu autoritaire. Je ne sais pas si YouTube est un réseau climato-sceptique ou si On verra. ou si Claude Allègre manipule Voilà. les diffusions sur YouTube. Enfin, toujours est-il que les personnes qui nous suivaient sur YouTube ont été privées de la fin du film. D'accord. Il y a d'autres réactions sur le chat. Ému, excellent documentaire, instructif, passionnant, génial, très
très beau film. Il n'y a rien en particulier sur la prestation de l'acteur de la voix off, mais globalement, c'est quand même un retour extrêmement positif. Ben, merci de tous ces Merci commentaires. Hein. beaucoup. Je voudrais qu'on en vienne à l'actualité. On l'a brièvement évoqué tout à l'heure. J'imagine que l'un et l'autre, vous avez suivi avec attention, jeudi et vendredi, le sommet organisé par Joe Biden sur le climat. Est-ce que vous avez le sentiment que ce coup-ci, ça y est, que l'humanité est en marche, ou bien est-ce que vous restez prudent au motif que chat échaudé craint l'eau froide? Brigitte, allez-y d'abord. Non, non, mais c'est à vous de répondre Non, sur mais allez-y. l'aspect Ah, Brigitte, scientifique. allons-y. Il faut arbitrer. Oui, oui. Brigitte. Pardon, j'étais en train de lire les commentaires sur le Ah, chat. voilà. Donc oui, alors. Donc, je repose la question. Oui. Est-ce que après le sommet de Biden sur le climat de jeudi et de vendredi, vous vous dites bon, ça y est, c'est parti, l'humanité est en marche, ou bien vous vous dites bah on va rester prudent parce que on nous a déjà fait ce coup-là? Non, mais je pense qu'il faut être optimiste, Jean. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que... Oui, mais ce que dit Jean-Jacques, oui, c'est vrai que c'est un véritable tournant. C'est un tournant pour le moment dans des textes et dans des objectifs affichés. Il faut que ce tournant se concrétise. Et il y a quand même, on a eu de nombreuses fois, disons, des réactions qui nous semblaient positives et qui ne se sont pas traduites dans la réalité. Et il faudrait vraiment que, eh bien, cette neutralité carbone, qui est maintenant 130 pays de la planète ont fixé dans leurs objectifs, dans leur législation, en tout cas au niveau de, généralement de façon assez solennelle, 130 pays, et d'ailleurs ils vont l'annoncer peut-être plus encore à Glasgow, cet objectif de neutralité carbone en 2050, mais il faut aussi d'abord s'intéresser à 2030 et donc des objectifs intermédiaires. Alors ils sont ambitieux pour l'Europe, pour disons pour les États-Unis, pour d'autres pays, même la Chine, effectivement, neutralité carbone en 2060, tout ça, vraiment, c'est mon rêve. C'est-à-dire que ces engagements, ces objectifs se concrétisent, mais j'ai quand même la crainte, eh bien, en France, on a pris du retard, voilà, j'ai la crainte que, eh bien, ce ne soit pas le cas. Et l'intérêt, c'est vraiment que, j'espère que je serai encore là dans 10 ans pour être en mesure de dire, enfin, de constater le succès, enfin cette première étape importante 2020-2030, celle de l'accord de Paris avec des objectifs ambitieux. Hein, quand Donald Trump parle pratiquement de diviser par 2 les émissions d'ici 2030, quand Boris Johnson parle de Donald Trump, vous êtes sûr? Non, pas Donald Trump, qu'est-ce que dit Joe Biden. Oui, Donald Trump, voilà, et évidemment l'Europe est aussi très ambitieuse, mais il faut se rendre compte de la difficulté. Il faudrait multiplier par 4 ou par 5 notre rythme de diminution des émissions de gaz à effet de serre en France par rapport à ce que nous avons fait au cours des dernières années pour nous mettre vraiment sur cette trajectoire. Et je crains que, par exemple, le plan de relance actuel que nous avons ne nous mette pas sur une trajectoire telle que celle que nous avons, disons, qui a été affichée. Et bon, moi, j'ai vécu la Convention citoyenne sur le climat et j'aurais aimé que les recommandations des citoyens soient prises complètement en compte dans la loi climat-résilience, et malheureusement, ce n'est pas le cas. La loi n'est que disons une version édulcorée des recommandations des citoyens. C'est pour ça que j'ai un peu de crainte, c'est-à-dire que la loi n'est pas suffisamment claire, suffisamment volontariste pour nous mettre sur une bonne trajectoire. Avec la loi... Oui, Brigitte, pardon, allez-y. Oui, je pense que Jean l'a vécu de plein fouet à travers la Convention citoyenne, mais c'est vrai qu'entre le discours politique volontariste et la réalité, il y a parfois un gouffre hein, quand même. Et là, je pense que ce que nous demande le réchauffement climatique, c'est tout simplement de changer de modèle de société. Et je crois que ça va mettre du temps à rentrer dans les têtes et peut-être que la crise du Covid va nous aider à penser autrement et à voir les choses autrement. Mais c'est vrai que ça demande un changement énorme et aller vers une sobriété au lieu d'aller vers une société de consommation. Et on l'a bien vu avec la Convention citoyenne, ne serait-ce qu'interdire la publicité pour les voitures, c'est juste pas possible, quoi. Oui. Donc
Du Covid, puisque vous en parlez, une question sur le chat. Avec la fonte des glaces, on parle d'apparition possible de nouveaux virus. Est-ce réel ou fantasmé? Non, c'est réel. Il y a effectivement la possibilité de virus. Disons, là, on parle du permafrost, de ces sols gelés, par exemple en Sibérie, au Canada, des sols qui sont gelés depuis 20, 30, 40 000 ans, depuis la dernière période glaciaire, qui n'ont pas dégelé et qui, à cause du réchauffement climatique, commencent à dégeler en surface. Disons, ces sols gelés, dans certains endroits, peuvent faire quelques centaines de mètres de profondeur au nord de la Sibérie, un peu moins au sud de la Sibérie. Mais disons là, il y a des épaisseurs qui vont de 1 à quelques mètres qui fondent actuellement et qui ne fondaient pas, et ça peut libérer effectivement des virus qui étaient piégés. Donc il ne faut pas non plus fantasmer, mais il faut être attentif par rapport à ce risque de virus qui n'était pas actif depuis 20, 30, 40 000 ans et qui pourrait être libéré vraiment. Alors, Il y a beaucoup d'études sur ce sujet. Oui. Je vais poser une question de non-scientifique absolu et je le revendique. Est-ce que c'est dans les analyses des carottes glaciaires que vous avez réalisées, est-ce qu'on peut détecter la trace de ces virus et est-ce qu'on peut donc anticiper leur émergence? Donc, pas directement dans les carottes glaciaires. Ce qu'on a vu dans les carottes glaciaires, c'est disons, sur le forage de Vostok. En fait, au fond, donc c'est au centre de l'Antarctique. C'est un forage. Il y avait 3,6 km de glace et dessous il y a un lac. En fait, il y a dans ce lac donc donc on arrive à une température au-dessus de 0 degré et effectivement il y a eu des prélèvements qui ont été faits, puisqu'il y a eu de la glace de ce lac qui a regelé. Disons, mes collègues russes, en fait, ont analysé des bactéries et des virus qui n'étaient pas connus. Et de façon assez surprenante, c'est des espèces qui aiment bien les eaux chaudes, tout simplement parce qu'au fond du lac, il y a des sources hydrothermales. Donc c'est le seul cas. Nous regardons aussi dans les glaces du Groenland, il y a aussi des études, mais c'est pas si simple. Disons, mais le cas des glaces de l'Antarctique, des glaces de Vostok est vraiment extrêmement intéressant. Ok, alors il y a énormément de questions sur le chat. Alors une qui vous allez peut-être trouver un peu insolente. On parle surtout des effets négatifs du réchauffement climatique. Est-ce qu'il peut y avoir des impacts positifs? Oui, il y a quelques impacts positifs et on pense naturellement à ces régions qui n'étaient pas productives, par exemple par rapport au blé, par rapport à qu'il était trop froide pour, disons, être productive. Et ces régions, effectivement, le deviennent, certaines régions le deviennent, donc accroître la productivité du blé dans certaines régions est une réalité. Mais quand on regarde globalement, par rapport disons, à la productivité agricole sur l'ensemble de la planète, eh bien, le réchauffement climatique est largement négatif. C'est vrai qu'il y a des régions qui gagnent en termes de productivité, mais il y a aussi des régions qui perdent, tout simplement parce qu'il y a des régions qui sont soit trop chaudes, soit trop sèches pour continuer à produire. Et globalement, à mesure que le réchauffement climatique se met en place, eh bien, des régions qui gagnent en termes de productivité agricole, disons, perdent. Ce sont les régions qui perdent en productivité agricole qui prennent le pas sur les régions qui gagnent, très largement. Donc, globalement, quand on regarde, par exemple, sur l'agriculture, il n'y a pas de gain. Il peut y avoir des gains très localement, mais si on a une vision globale, eh bien, ce sont des effets négatifs. Donc, il n'y a pas d'effet positif vraiment avéré à l'échelle planétaire. Il peut y en avoir très localement ou dans des endroits précis, dans des secteurs d'activité, mais ce sont largement des conséquences négatives qui prévalent malheureusement à mesure que le réchauffement climatique se met en place. Alors, il y a une question qui poursuit un peu celle qu'on a évoquée tout à l'heure sur le climato-scepticisme parmi les scientifiques. Y a-t-il encore des climato-sceptiques? Une question d'Hélène. Y a-t-il encore des climato-sceptiques parmi les décideurs ou le grand public? Entre l'influence de Greta Thunberg, notamment chez les jeunes, les rapports scientifiques et les effets visibles, le consensus semble acquis. Oui, donc disons, oui, par rapport, il y en a, disons que dans la communauté scientifique, il y a toujours quelques scientifiques, alors généralement qui ne travaillent quand même pas directement sur les aspects liés au climat, qui restent climato-sceptiques.
Ils sont bien identifiés, il y en a de moins en moins, ils ont de moins en moins de visibilité parce que les faits sont là. Mais du point de vue des décideurs politiques, il y a effectivement toujours un certain climato-scepticisme parce que certains pensent que la solution n'est pas de changer de mode de développement. C'est bien le problème. En gros, et le scepticisme s'est plutôt déplacé. Il y a aussi un certain scepticisme qui consiste à dire oui, il y a un problème avec le climat, mais il y a tellement d'autres problèmes que préoccupons-nous d'abord des autres problèmes et nous réglerons celui du climat ensuite. Et ça, c'est faux. C'est foncièrement faux. On ne peut pas, parce que tous ces problèmes environnementaux, alors si on prend le réchauffement, si on prend la perte de biodiversité, par exemple, le réchauffement climatique est déjà la 3e cause de perte de biodiversité, et donc dans un changement climatique très rapide, elle risquerait de devenir la première cause. Quand on prend la faim dans le monde ou les ressources en eau, justement, le réchauffement climatique risque d'exacerber, des régions, risque de créer des régions d'insécurité alimentaire. Et donc, cette idée, ou bien c'est pareil, les problèmes de pauvreté, effectivement, le réchauffement climatique, une de ses caractéristiques, c'est d'affecter de façon plus nette, plus rapide, plus importante les couches les moins aisées de la population. Donc, toute cette idée qui consiste à dire réglons d'abord les problèmes d'insécurité alimentaire, de biodiversité, de pauvreté, et après on verra avec le réchauffement climatique, va à contre-courant de la réalité. La réalité, c'est que tous ces problèmes sont éminemment intriqués les uns aux autres, que le réchauffement climatique a tendance à exacerber tous les autres problèmes environnementaux ou sociétaux auxquels on fait face, faim dans le monde, pauvreté, et donc la solution consiste à regarder ces problèmes dans leur ensemble. Et c'est d'ailleurs bien l'idée que s'en font les Nations Unies à travers les objectifs de développement durable. C'est bien, au-delà du réchauffement climatique, il y a ces objectifs de développement durable qui intègrent l'ensemble de ces problèmes auxquels, le développement de nos sociétés fera face ou risque de faire face au cours des prochaines décennies. Donc il faut prendre le taureau par les cornes, mais pas un par un, mais dans leur ensemble. C'est bien ça le message. Donc on ne réglera pas le problème de biodiversité simplement, sans régler celui du réchauffement climatique ou de même de la faim dans le monde. On a parfois l'impression que ça se joue à pas grand-chose. L'élection américaine a été contestée, mais bon, finalement, c'est pas Trump qui a été réélu. On a vu que Al Gore a été battu à quelques centaines de voix. Oui, oui. Et on a vu Bush dire, dans le film, oui, le protocole de Kyoto, qu'est-ce que vous voulez, c'est gentil, mais on le fera pas parce que c'est pas possible, c'est pas réaliste, et puis c'est genre comme n'importe quoi. Est-ce que vous pensez que effectivement on est parfois à jouer un peu au dé avec l'avenir? Oui. Je m'adresse à vous deux. Oui, alors les historiens, quand ils regarderont les 20 premières années les 2 premières décennies de notre siècle, et ce problème de réchauffement climatique, diront que les États-Unis le rôle des États-Unis a été extrêmement négatif. Vous l'avez souligné, d'abord George Bush, ce sont 8 ans. Le protocole de Kyoto était bien dimensionné. Les États-Unis étaient alors le premier pays émetteur en 2000. Ils ne le sont plus maintenant. La Chine est passée devant depuis 2005. Mais les États-Unis avaient vraiment un rôle à jouer très important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc on a perdu aussi 4 ans avec Donald Trump, même un peu plus, parce qu'il faut remettre la machine en marche. Là, elle s'est remise assez rapidement. Mais on voit bien que les États-Unis n'ont pas joué le rôle qu'on aurait pu attendre d'un pays leader de la planète. On voit bien aussi que Joe Biden essaye à nouveau de reprendre ce leadership. J'espère que l'Europe va jouer aussi son rôle, qu'elle sera suffisamment unie, suffisamment ambitieuse pour prendre sa place. La Chine, c'est aussi ce qu'elle joue parce que c'est très important, c'est-à-dire que le pays, ou si c'est l'Europe, entre la Chine, les États-Unis et l'Europe, celui qui prendra le leadership dans la lutte contre le réchauffement climatique, prendra aussi le leadership économique de cette planète. Parce que, on ne peut pas
faire l'économie de cette transition vers une société sobre en carbone. Les jeunes d'aujourd'hui, vu Greta Thunberg, mais même les jeunes Chinois actuellement le sentent bien, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles la Chine vraiment s'aligne sur un objectif assez ambitieux. Bien sûr, il y a aussi l'aspect économique, le développement des énergies renouvelables par exemple, mais disons le leadership économique sera, je crois, dans le pays, ou si c'est l'Europe peut-être, qui prendra aussi le leadership de la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça, on le sent bien, on l'a bien senti, je crois, dans ces discussions, dans ce sommet mis sur pied par Joe Biden. Le film sera diffusé donc pendant la COP 26. Ça aurait dû être 5 ans après la COP 21 de Paris, ça sera plutôt 6 ans, voire 7 pour les raisons que tout le monde comprend. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette COP 26? À quoi est-ce qu'on verra à l'issue de la COP 26 dans le communiqué final qu'on a changé d'air, qu'on a changé d'orientation? Ou bien est-ce qu'on se dira, comme on l'a vu dans le film pour Copenhague, voilà, c'est foiré, quoi, c'est raté. Brigitte. Jean, je ne pense pas qu'un Copenhague soit à nouveau possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, j'espère. Non. On est sorti là de cette période. Il y a eu quand même une grande période qui a duré presque 30 ans, je dirais, où le doute était fort. Et d'ailleurs, vous-même, Jean, vous dites souvent, on a droit de douter. C'est normal parce que ce que vous racontez sur l'évolution du climat, c'est un truc assez énorme, quoi. Donc, on a le droit de poser des questions et de douter. Mais je pense que maintenant, la réalité scientifique, elle est tellement claire, et même depuis ces 2-3 dernières années, et avec le mouvement lancé par Greta Thunberg, par les jeunes, on peut plus fermer les yeux, moi, il me semble. Alors après, dans des pays totalement dictatoriaux où on n'a pas le droit de manifester, et moi, je vous pose la question, Jean, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce rôle de leadership, est-ce qu'il va être repris par les Chinois? Parce que j'ai l'impression que eux, ça leur pose pas de problème d'être leader sur la transition. En fait. Bien sûr, disons que le leadership puisse être pris par les Chinois est tout à fait possible. C'est d'ailleurs disons ce que joue Xi Jinping, mais il le joue pas simplement pour le leadership économique. Je pense aussi parce que les jeunes de son pays prennent conscience de la réalité du réchauffement climatique. Alors maintenant, ce qu'on attendrait de Glasgow, moi, c'est clair. Disons, nous savons d'un côté tous ces pays. Disons, ont endossé l'idée de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, ce qui est l'objectif ambitieux de l'accord de Paris. Mais ce que nous savons, et c'est très clairement dit, c'est que les engagements des pays pour la période 2020-2030, 2021-2030, pour cette décennie, eh bien, les engagements qui avaient été pris à Paris devrait être multiplié par 5 pour avoir des chances de rester sur une trajectoire compatible avec 1,5 degré, par 3 pour une trajectoire compatible avec 2 degrés. Et nous saurons, donc, ce qu'on attend de Glasgow, effectivement, c'est un rehaussement de l'ambition de l'accord de Paris. Donc on voit bien déjà ce que vont apporter l'Europe, les États-Unis, mais quand on fera le total, je ne crois pas que ces engagements soient suffisants par rapport à 1,5 degré. Peut-être le seront-ils, peut-être y aura-t-il une multiplication des engagements par 2 ou par 3, mais peut-être pas plus. Donc il faudra encore faire un nouvel effort si on veut vraiment rester sur une trajectoire 1,5 degré. Voilà, on attend de la Chine. Oui, on attend de la Chine qu'elle annonce aussi un pic d'émissions assez rapide, plutôt en 2025, mais qu'elle ne joue pas non plus, disons qu'elle ne s'engage pas dans des augmentations d'émissions, ce qui est le cas actuellement hein, sur 2021. On le voit bien, la reprise économique en Chine est synonyme d'un accroissement des émissions. Et donc, même si la Chine continue à augmenter ses émissions de façon relativement importante jusqu'en 2025 et qu'elle les diminue après, eh bien, c'est pas bon signe non plus pour cette trajectoire 1,5 degré ambitieuse. Donc, on saura juger par rapport, les chiffres du GIEC sont là, on sait ce qu'il faut faire pour avoir des chances de respecter l'objectif affiché. Je vais me faire l'avocat du diable, mais vous dites on peut espérer avoir des engagements qui nous amènent à 2 degrés, plus de degrés et pas au-delà. Ok, mais
On a vu tout à l'heure que les engagements, on ne les tient pas, puisque même Oui. la loi climat et résilience en France, Mm. vous dites, bah voilà, il va falloir recommencer dans 6 mois si on veut que ça avance réellement. Du coup, est-ce qu'on peut croire à la réalité, à l'efficacité, à la pertinence de ces grands messes où on prend des engagements qui ne sont pas tenus? Oui, j'y crois plus parce que ce qui est différent par rapport aux autres fois, c'est que de façon interne, les pays ont pris ces engagements. Ils ne le prennent pas. Disons, beaucoup des pays ont quand même, disons, affiché en interne, c'est le cas de la France, le cas de l'Europe, disons, cette neutralité carbone, elle est affichée en France, elle est inscrite dans la loi. Alors évidemment, c'est peut-être moins facile pour Joe Biden parce qu'il faut, disons, la faire passer, disons, devant le Congrès sera assez difficile. Donc il sera aussi peut-être obligé de faire appel à, comme l'a fait Obama, hein, disons, à quelques astuces pour faire passer des législations. Ça sera plus difficile pour lui. Mais effectivement, ce qu'il faudrait, et on verra là aussi, c'est que les annonces qui seront faites à Glasgow soient vraiment prises au sérieux en interne des différents pays. On a vu par exemple que la Corée, le Japon ont aussi mis sur la table une ambition renouvelée. C'est le cas aussi du Royaume-Uni, c'est le cas du Canada. Mais ça n'a de sens que s'il y a en interne de réelles mesures prises pour que ces objectifs soient respectés. Et c'est là qu'on pourra juger et c'est le cas aussi pour l'Europe, hein. Et je pense qu'actuellement, les plans de relance ne sont pas compatibles avec les objectifs affichés. C'est ma crainte. Donc, mais j'espère me tromper. Moi, j'aimerais tant que les objectifs affichés se concrétisent dans l'ensemble des pays. Ok, le temps file, on s'oriente vers la clôture de notre échange. On va prendre très rapidement une rafale de questions qui vous sont adressées à l'un et à l'autre sur le chat. Alors, Sylvain Coutan vous dit, tous les deux, merci pour ce film très intéressant. Il est surtout mentionné le besoin d'un changement de consommation, mais comment est abordée l'explosion démographique dans les modèles prédictifs? Donc l'explosion démographique est prise en compte effectivement dans les scénarios du GIEC. D'ailleurs, le GIEC dit très clairement que le premier facteur d'augmentation de l'émission de gaz à effet de serre, c'est l'augmentation de la population. Personnellement, je ne mets pas la démographie sur le haut de la pile en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Plutôt le changement de comportement, de changement de fonctionnement de nos sociétés, tout simplement. Bien, c'est très simple, hein. Même si nous étions, disons, si la population était divisée par 3 sur cette planète, 2 milliards d'habitants, si ces 2 milliards d'habitants se comportaient comme un Américain d'aujourd'hui, eh bien, nous irions dans le mur du point de vue climatique. Hein, donc, cette idée qu'il suffirait de diminuer la population, y compris la diviser par 2 ou par 3, sans changer de comportement, ce qui est quand même l'idée de ceux qui posent la question sur la démographie, très souvent, pas forcément dans cette question. Donc c'est important, la démographie. C'est plus facile de limiter le réchauffement climatique avec 8 milliards d'habitants qu'avec 10 ou avec 12. C'est clair que la démographie, et c'est aussi, il y a tout le problème de sécurité alimentaire, hein, bien sûr. Donc la démographie, on a intérêt à ce disons qu'on stabilise à un niveau, je dirais, pas trop élevé, si possible, hein, bon, bien sûr, mais en termes de lutte contre le réchauffement climatique, je le passerai plutôt en deuxième rideau par rapport au changement de comportement, changement de fonctionnement de nos sociétés. Oui, Brigitte. J'en dis souvent que, en fait, il faut voir, prendre le problème par 2 côtés en même temps, hein. C'est-à-dire à la fois le côté politique, international, les décisions et puis notre côté individuel aussi. C'est voir comment on consomme, comment on se déplace, comment on se chauffe, pour, contribuer tous à avoir un fonctionnement plus vertueux et Jean, vous dites souvent c'est 50 à 60% qui Oui. relèvent de notre décision, à nous, individus, hein? Oui, c'est exact. C'est Bon, dans nos mains aussi, hein? disons,
nos déplacements, notre comportement, alors disons se loger globalement et tout ce qu'on dépense chez soi en termes de, disons, d'énergie, soit chauffage, soit aussi maintenant de plus en plus aussi bien dans l'informatique ou bien dans les, disons, les appareils électroménagers ou électroniques. Et puis se nourrir, eh bien ça représente 60% des émissions en France. Et donc ce sont quand même se loger, se nourrir, se déplacer, ce sont vraiment c'est la vie de tous les jours et nous pouvons vraiment avoir un impact très direct. Ce sont des choix pratiquement de chaque jour d'entre nous. Donc oui, l'effort individuel est très important. Brigitte a raison, la prise de conscience individuelle est très importante. Évidemment, elle ne peut se faire, par exemple, en termes de mobilité, que si les infrastructures sont mises en place par les régions. Donc c'est aussi, c'est un effort collectif aussi, mais c'est un effort aussi individuel. Alors, une dernière question qui va faire le lien avec le sujet de la biodiversité. Jean-Pierre Baquet nous dit bonjour, captage de carbone, y a-t-il des recherches sur la variation dans le temps de la quantité de végétaux en tant que capteur de carbone sur Terre et en mer? Cette variation pourrait-elle réguler en partie le climat, sachant qu'on est en train de la détruire? C'est-à-dire, en gros, quand on brûle de la forêt amazonienne, est-ce qu'on se tire une balle dans le pied en matière de régulation du dérèglement climatique? Bien sûr, disons, les émissions de gaz carbonique, ça a été en 2019 37 milliards de tonnes, et on y ajoute 5 à 6 milliards de tonnes liées à la déforestation. Donc c'est pas négligeable et si on regarde sur les 150 dernières années, eh bien la déforestation a joué un grand rôle. En fait, on a émis pratiquement autant de gaz carbonique à travers la déforestation qu'à travers l'utilisation de combustibles fossiles. Alors donc l'inverse est également vrai. La reforestation est une bonne chose, mais aussi le stockage de la matière organique dans les sols, du carbone dans les sols. Donc c'est une des voies. La difficulté, c'est que reforester, il y a aussi une compétition entre cette reforestation et disons, la sécurité alimentaire de certaines régions. Donc c'est aussi difficile, mais il faut tout faire pour utiliser au maximum ce que peuvent nous apporter la végétation sur le continent. C'est moins facile dans l'océan, hein. On a quand même moins de facilité à jouer sur la productivité océanique. Brigitte Chevet, votre prochain film, il portera aussi sur le dérèglement climatique ou bien pas du tout, ou il portera sur un tout autre sujet, vous ne savez pas encore? Non, je suis assez éclectique, donc normalement c'est sur les violences conjugales, donc ça n'a rien à voir. Ça ne s'aggrave pas quand le climat s'élève. Peut-être, j'ai pas fait la relation entre les deux, mais voilà. Donc Brigitte, son dernier documentaire était sur le confinement, voilà. Donc, oui, j'ai fait un film avec des collègues là sur le premier confinement, mais après, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se tourner en ce moment parce que les gens portent des masques. Donc moi, je veux pas faire de film avec des gens masqués. Donc j'attends un peu que ça se calme. On va voir. En attendant, je suis ravie. Merci à vous de nous donner l'opportunité de partager ce film parce qu'on est très frustrés de ne pas pouvoir faire d'avant-première pour l'instant. Pour le montrer, bien sûr. Oui, mais ça va revenir, j'espère. Hein. Eh bien, merci à vous, Brigitte Chevet, merci Jean Jouzel. Le Festival de l'Oiseau et de la Nature se poursuit. Jusqu'au 2 mai, nous avons rendez-vous tous les jours à 19h pour des rencontres avec des photographes. Demain, nous recevrons Marc Kostermans qui publie un magnifique bouquin consacré au martin pêcheur. Ça s'appelle Martin Couleur, vous verrez. Ça vaut le coup d'être là pour découvrir ces photos et on espère que YouTube ne nous censurera pas demain. Mardi, c'est mon collègue Jean-Baptiste Pouchin qui sera aux manettes. Il recevra Alexandre Hébert, photographe et dessinateur de presse qui arpente en tous sens la baie de Somme et vous trouverez la suite du programme de ces rencontres quotidiennes sur le site du festival. Sur le même site, vous pouvez visionner toute la semaine les films en compétition ainsi que les photos issues des deux concours, le concours international sur le thème de l'oiseau et le concours Mon plus beau coin de nature des Hauts-de-France.
Merci encore à vous deux, Brigitte Chevet et Jean Jouzel. Merci à l'équipe du festival, Adeline Hazard, Sandrine Louchard, Sophie Delceau, Marie-Agnès Bosch et Delphine Moreau. Marie-Agnès et Delphine qui étaient derrière le chat et qui nous relayaient vos questions pendant cet échange. Merci à l'équipe de la société KRD à Toulouse, Geoffrey Thieffen et Antoine qui ont assuré la réalisation, la régie, la coordination, tout ce qui fait que, indépendamment des vilainies que nous a faites YouTube, on a pu avoir cet échange. Bonne soirée à toutes et à tous, et à demain 19h avec Marc Costermans. Merci beaucoup. Bonne suite de festival. Bonsoir. Et merci à vous tous et à vous toutes. Merci. Bonne soirée.